Bonjour à tous. Donc effectivement, on inverse et puis je vais vous parler un petit peu des retours sur la partie agricole du congrès ISCCT. Donc, comme avait précisé Benoît Coquelet, ça s'est déroulé donc du 2 au 5 septembre 2019. Je voulais juste dire que en fait, c'est d'abord c'est Thibaut qui présentait traditionnellement un peu cette partie, et donc maintenant je le remplace et avec plaisir d'ailleurs. Voilà. Et donc ça s'est passé en début septembre donc à Tucumán. Vous voyez, c'est cette région, alors je ne sais pas si ça marche, ouais, petite région au nord, donc autour de Tucumán. Voilà. Et donc je vais vous donner un petit peu un aperçu de la production en Argentine très rapidement. Et je ne vais pas m'étendre, mais simplement pour vous donner quelques chiffres importants. Donc tout d'abord, au niveau de l'Argentine, il n'est pas traditionnellement considéré comme un pays sucrier. Donc on est à 1,2% de la production mondiale en moyenne. Donc ils font 2 millions de tonnes de sucre par an et ils occupent la 19e place dans le classement mondial des pays producteurs. Ensuite, il est vrai que, cela dit, l'industrie sucrière est vraiment importante d'un point de vue économique pour les provinces du nord-ouest argentin, notamment dans la province de Tucumán, où le sucre représente la deuxième activité agricole et génère 25% du PIB provincial. Donc, cela dit, après la production de citron, qui est extrêmement importante dans la région. Alors, il y a 5 provinces qui cultivent la canne, avec une surface totale de 400 000 hectares, à peu près aujourd'hui. Et la province de Tucumán, donc dans cette province, qui représente 73% de la surface cultivée du pays, suivi de Jujuy, je le prononce correctement, et de Salta, et ensuite Santa Fe et Misiones. Voilà un peu les provinces en Argentine. 6000 exploitations cultivent la canne à sucre aujourd'hui, à peu près à Tucumán, et près des 2 tiers sont des petits producteurs qui possèdent moins de 10 hectares. Enfin, il y a 15 sucreries dans la seule province de Tucumán, donc qui représente environ 110% de la production, donc avec le sucre, l'alcool, les papiers, l'énergie électrique, l'alimentation, la confiserie. Alors, je vous dis un petit mot quand même sur l'ISCCT. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent. Donc, qui est l'International Society of Sugarcane Technologies. Donc, vous pouvez voir le site web là, qui est affiché. Et cette association a été créée en 1924 à Hawaï. Ensuite, comme vous le savez, il y a un congrès tous les 3 ans, excepté durant la Deuxième Guerre mondiale. Des ateliers spécialisés ont été créés depuis 1984, donc ça se passe entre les 2 congrès. Ensuite, l'ISCCT est organisé en commissions, donc il y a 5 commissions. Commission agriculture, biologie, tout ce qui est usine, l'éco-produit et le management. Pour chaque commission, il y a des sections. Donc, pour l'agriculture, la section, c'est donc l'ingénierie agriculture et l'agronomie. Pour la biologie, nous avons 4 sections, la pathologie, l'entomologie, tout ce qui est génétique, amélioration, germplasm et la biologie moléculaire. Et sur l'usine, donc c'est engineering et tout ce qui est processing. Les coproduits, il n'y a qu'une seule section coproduits et le management, pareil. Alors, le 30e congrès ISCCT en Argentine, donc en quelques mots. Le congrès a été précédé par un pré-congrès, le tour, donc le 31 août au 1er septembre à Tucumán, et a été suivi par un post-congrès habituellement. C'est comme ça que c'est organisé du 6 au 8 septembre à Salta et Jujuy. Ensuite, il a eu lieu à la Sociedad Rurale de Tucumán, donc, qui a été rénové pour l'occasion. C'est vrai que quand on a circulé dans ces bâtiments, ils étaient rénovés pour ce congrès. En termes de participation, 738 participants de 45 pays, dont 190 étaient présents au tour pré-congrès dans la province de Tucumán, où les activités tant industrielles qu'agricoles ont été exposées. Donc il y a eu aussi un moment important, c'était la visite des stations de recherche, Obispo Colombres et l'INTEA. Sur le post-congrès, 98 personnes dans la région de Salta-Jujuy, où est localisé notamment le groupe Ledesma, que pas mal d'entre vous connaissent, je pense. Et au niveau de ce groupe, les aspects agricoles ont été montrés traditionnellement, donc avec différents types de systèmes d'irrigation, donc avec des comparaisons de ces systèmes. Et bien sûr, après, toutes les choses un petit peu traditionnelles, classiques, conventionnelles, les inputs, la récolte, le transport, les systèmes aussi de récupération de paille. Donc tout ça a été montré. Et bien sûr aussi la visite de la station expérimentale de Chakra avec les essais en amélioration et sélection variétale.
le groupe industriel, je pense qu'Alexandre dira un mot aussi, mais il a visité le système de cogénération et l'usine de papier, donc l'EDESMA, à partir de la bagasse. Alors, je vous donne un petit tableau là, juste pour vous montrer un peu les participations. Donc, premier congrès, enfin le congrès en 2001 et celui d'Argentine en 2019. Donc, vous voyez que dans les participations locales, donc, on était à peu près, je dirais, assez stable. Et par contre, en Argentine, il y a eu effectivement un fort taux de participation locale. Et dans les membres totaux donc, de l'ISCCT, 66% des membres étaient au congrès. Donc, ça donne un peu une idée de ces participations qui sont quand même intéressantes, importantes. Alors là, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est dit au congrès, donc à ce congrès ISCCT. Alors il y a un bilan qui a été fait donc par le secrétaire général Jean-Claude Autret de l'ISCCT. Donc 302 communications orales et postères qui ont été présentées dans les 5 commissions dont je vous ai parlé tout à l'heure, et 9 sessions plénières et 6 rapports de workshops qui ont été organisés entre les congrès. Donc en tout, il y a à peu près une vingtaine de communications qui ont été présentées par des Français. Ensuite, une grande majorité de ces communications, 107, sont issues de la commission biologie, génétique, amélioration variétale, entomologie, pathologie et biologie moléculaire. Il y avait une keynote donc, qui a concerné, qui était ciblée sur la valorisation de l'éthanol comme option énergétique propre et efficace pour la mobilité du futur, et un certain nombre de plénières, 9 au total, qui ont porté sur différents sujets, notamment l'impact environnemental de la canne. Il y a eu une présentation sur l'ensemble des résidus agricoles que procure la canne à sucre, la compétitivité des industries sucrières qui a été présentée par Jean-Claude Autret. Il y a eu 2 exposés pour montrer, comparer canne à sucre et betterave, donc la production, les augmentations de rendement. Et tout ça a été fait est très fort intéressant de pouvoir comparer les 2 productions. Il y a eu un exposé sur l'optimisation d'exploitation, comment finalement, devant la crise et tout, comment optimiser ces exploitations notamment pour maintenir les revenus. On a parlé aussi du process technologique dans les usines, et un sujet a concerné aussi tout ce qui est un peu les carburants du futur à base de piles à combustible et oxyde et électrolytes solides. Voilà, donc ça c'était des sujets qui ont été brassés. Sur les 62 corporate members, donc des industriels, 58 entreprises ont pris part à l'exposition commerciale avec différents stands et une exposition des équipements lourds, notamment, et machines à l'extérieur qui se sont révélées très populaires. C'était vraiment à l'extérieur, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de circulation. Et notamment une soirée culturelle aussi. Habituellement, l'ISST propose 2 moments avec des danses folkloriques, tango argentin évidemment, le mardi 3 septembre et le dîner de clôture le jeudi, et avec une organisation, il faut reconnaître, vraiment parfaite. Pardon. Excusez-moi, je vais fermer ça. Voilà, ensuite. Donc parfaite organisation et beau succès. Alors le stand, un moment important aussi pour nous, notamment pour la recherche cannière, sucrière, était un stand qu'on avait organisé donc, avec Aircan. Donc on était ensemble pour montrer un petit peu l'offre de recherche française et d'expertise en recherche-développement. Et vraiment, c'était très agréable. Donc notamment, vous le voyez en haut à droite, donc ça a porté sur les variétés élites, la quarantaine Visacan qui est basée à Montpellier, tout ce qu'on peut voir sur les innovations agroécologiques qui sont travaillées en ce moment, et bien sûr la partie génome de la canne à sucre. Donc effectivement, pour nous, c'était vraiment une grande première. Donc c'est pas toujours facile à organiser, mais on a pu le faire. Notamment en termes de visibilité, c'était important pour nous sur les contacts, les expertises, les projets, les partenariats, et aussi il y a un certain nombre de brochures, je crois 1500 ou 2000, je ne sais plus. Laurent, tu me diras peut-être, mais qui ont été distribués à cette occasion. Sur les visiteurs, donc on a une centaine de visiteurs aussi, dont 70 qui ont signé un visitor book. Donc c'était vraiment intéressant. Vous voyez ici, il y avait une délégation chinoise qui sont venus nous voir, et vous avez ici l'ensemble de l'équipe française SIGRAD Aircan sur cette photo. Alors, je vous donne maintenant, rapidement, brièvement, parce que vous imaginez qu'il y a une foison d'articles et de communications, un petit peu ce que j'ai ressenti, les impressions, ce qui est ressorti un petit peu de ces communications. Donc, pour vous dire,
C'était un grand nombre, donc il y en avait 56, dont 29 posters. Et moi, je pensais peut-être, je ne sais pas, Benoît, si c'était intéressant de les mettre sur le site de l'AFCAS, mais voilà, comme ça, vous pourrez avoir accès notamment à tous ces documents. Alors, ce que je peux dire, ce que j'ai retenu en tout cas, c'est qu'il y avait très peu de communication en agroécologie, de méthodes alternatives aux conventionnelles notamment, et que la France était vraiment précurseur sur ces approches. C'est vrai qu'on travaille beaucoup, c'est plus compliqué, on travaille beaucoup sur ces aspects agroécologiques, et donc ça prend plus de temps. C'est parfois assez difficile à faire passer au niveau du partenariat, mais c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en ce moment au niveau de ces aspects. Beaucoup de communication, évidemment, centrée sur la fertilisation azotée. Bon, ça, il y en avait vraiment un nombre important. Le stockage du carbone dans le sol, notamment. Le lien aussi azote et eau. Le lien carbone-azote. L'influence aussi entre carbone et du sol et pratiques culturales. Donc, il y a eu un certain nombre d'écrits et de papiers là-dessus. L'interaction avec la biologie du sol aussi, pareil. Et des papiers aussi sur le coût logistique de la fertilisation azotée, les fertilisants bio notamment, on en a parlé, la nutrition azotée, et il y a eu une communication intéressante sur la signature spectrale du sol par la présence de minéraux. Donc il y avait une cartographie, c'est un travail important qui a été mené à La Réunion notamment. Alors, quelques-unes aussi sur la production de canne en période de sécheresse, évidemment, parce qu'il y a pas mal de problèmes climatiques qui sévissent, notamment avec ce changement climatique. Les risques de compaction du sol, vous savez que là, il y a aussi un lien important entre la compaction du sol et les productions, et les rendements, et aussi un ou deux papiers, je crois, sur l'effet négatif du brûlage. Donc, on parlait aussi de la récolte en verre. Enfin, il y a eu beaucoup de sujets à ce niveau-là. Des communications sur la gestion des mauvaises herbes aussi, donc notamment d'encore mieux les connaître. On ne les connaît pas suffisamment, apparemment. La gestion de l'enherbement par les plantes de couverture qui a été présentée par Erkan, donc un sujet très intéressant qui est parfois difficile à mettre en œuvre, mais en tout cas qui promet un bel avenir. Je pense qu'il faut persévérer à ce niveau. Bien sûr, il y a des exposés aussi sur les molécules, les herbicides, donc notamment, je vous ai cité un, tropramazone, là, dans des essais qui sont faits en Argentine, la résistance aux herbicides, et il y avait un papier intéressant aussi sur la relation vinasse et herbicide, notamment qui, semble-t-il, augmente la disponibilité des herbicides en dépendant de la vinasse. Alors, un papier aussi sur la gestion des pailles, des bagasses pour améliorer la santé du sol, notamment, et l'environnement, et de ces pailles, les transformer aussi en biochar fertilisant. Donc, aux États-Unis, notamment, ils travaillent pas mal là-dessus. Des résultats intéressants, vous savez qu'aussi on essaye de proposer un certain nombre de solutions dans les rangs de canne pour essayer d'avoir du mulch en interrang, tout ça, donc avec des films plastiques notamment. Et il a été montré qu'il y a plus de rendement, notamment quand on utilise ces films plastiques. Ça contrôle les mauvaises herbes aussi, hein, donc on n'a pas de développement de mauvaises herbes. Et il y a aussi une meilleure germination. Donc c'est des résultats qui sont en cours et qui sont intéressants, qu'on teste un petit peu dans différents pays. Alors maintenant, sur tout ce qui est agricultural engineering. Donc il y a eu 17 présentations, dont 13 posters. Donc beaucoup de papiers, évidemment, autour de la mécanisation, de la récolte, donc dans les milieux contraignants, pour la limitation des pertes, les planteuses et pertes notamment pour éviter les dégâts au niveau des bourgeons, optimisation des opérations culturales, des systèmes de monitoring des rendements, aussi on a beaucoup parlé à l'aide de GPS, des nouveaux outils, comment on peut piloter tout ça, l'efficience économique de l'ensemble de ces systèmes, aussi de la mécanisation, et le développement de la mécanisation en milieu contraignant dont j'en ai parlé, notamment avec un travail intéressant à La Réunion. Sur l'irrigation, autre sujet, donc on parlait de la mécanisation. Sur l'irrigation aussi, pareil, assez classiquement, je dirais, des comparaisons de systèmes de surface, goutte à goutte, pivot, aspersion. Il y a un certain nombre d'études au Brésil et en Iran en ce moment, avec l'avantage ici du goutte à goutte. Il y a eu un papier intéressant aussi sur le développement d'algorithmes via Internet of Things, donc, qui a permis de mieux piloter l'irrigation. Donc on cherche aussi des solutions pour améliorer ces systèmes d'irrigation. Des communications aussi sur le broyage des pailles et la performance des machines, notamment. Donc ça, c'est en Thaïlande et Brésil. Donc il y a pas mal de progrès à ce niveau-là, notamment au niveau de ce broyage. L'efficience des opérations culturales, d'un point important,
gestion des ressources humaines, grâce notamment à la création d'un centre pour le contrôle digital de ces opérations. Et c'est le Brésil qui travaille là-dessus, qui essaye d'optimiser l'ensemble de ces opérations, y compris donc l'aspect ressources humaines. Alors bien sûr, j'oublie pas des communications sur l'utilisation d'images satellites et interpolation notamment du NDVI, donc Normalized Vegetation Index, pour le suivi de l'état de la culture et la modélisation des rendements. Là aussi, ça s'est fait en particulier en Colombie, mais il y a aussi d'autres pays qui s'y intéressent. Sur l'amélioration génétique, donc là, on passe au niveau de cette thématique, 42 communications, dont 25 posters, donc il y a toujours un équilibre assez respecté. Donc, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est on a parlé beaucoup des performances des nouveaux cultivars et clones, analyse des paramètres de rendement. Bien sûr, il y a eu pas mal de papiers sur la production de vitroplans, de qualité sanitaire et pureté génétique. Donc, ça, c'est notamment le projet Vitroplantas qui travaille en Argentine. La résistance aux maladies, les performances de rendement, donc il y a eu 6 communications et il y a des études notamment de résistance au froid en Iran. Ensuite, sélection récurrente et accumulation de sucre, le gain génétique, les screenings de variétés pour l'efficience d'utilisation optimale de l'azote, donc là aussi au stade seeding, donc un certain nombre de communications là-dessus. L'utilisation des boutures prégermées, donc, ou des bourrées, je ne sais pas comment on peut dire exactement, pour accélérer le développement de nouveaux cultivars. Donc c'est une méthode qui est très utilisée au Brésil. Des traits de canne à sucre, notamment par rapport à l'énergie et potentiel énergétique, bagasse, fibres et résidus de récolte. Notamment, il y a des chercheurs qui travaillent sur le lien anatomie des tiges, donc tout ce qui est cellulose, lignine et en rapport avec la production énergétique, les effets du génotype environnement également. Ensuite, des tests in vitro de variétés tolérantes au déficit d'eau par le biais de l'agent mutagène méthasulfonate d'éthyle, abrégé EMS, donc un travail qui est fait en Thaïlande, donc qui est intéressant, qui permet vous pouvez voir un petit peu aussi ce qui peut avancer en termes génétiques. Justement, ça me permet de faire la suite sur la biologie moléculaire. Donc il y a eu 23 communications dans 7 posters, et notamment, là, ça a été assez frappant, il y a une montée en puissance des études sur les cannes transgéniques. Donc, et c'est vraiment centré sur le Brésil et l'Argentine. Alors évidemment, ces cannes génétiquement modifiées, les papiers qui ont été présentés, 2 papiers sur la résistance au glyphosate. C'est quand même à dire, à préciser, en cours de test en Argentine, avec 3 variétés commerciales, donc les variétés de Tucumán notamment, qui sont citées ici. Ces essais ont été présentés notamment par les chercheurs de la station expérimentale Chakra et EAOC, comme je vous l'ai dit. Et c'est quand même étonnant aussi parce qu'en France, on parle de faire des retraits de 40 herbicides à base de glyphosate. Donc, on est vraiment dans des mondes opposés aujourd'hui. Hein. Il faut voir ça. C'est un peu la réalité. Une autre avancée marquante sur une canne transgénique, en tant qu'entomologiste, c'est vrai que ça permet quand même d'avoir des avancées sur cette variété brésilienne, cet essai, qui code pour une toxine BT pour contrôler notamment l'un des ravageurs les plus importants au Brésil, le foreur Diatrea saccharalis. Donc là, il est disponible, la variété est disponible auprès des planteurs et c'est certainement l'un des arsenals de techniques de protection des cultures de demain, en fait. Donc on va y venir et c'est des recherches qui sont fortement menées au Brésil, notamment, et je pense qu'en Argentine, ils vont y venir aussi. Nous, en France, les OGM, c'est toujours un peu... voilà, on marche sur des œufs. Alors, des nouveaux marqueurs de gènes de résistance, bien sûr, à la rouille, notamment la rouille brune, le charbon, à l'aide des QTL pour la sélection de génotypes résistants, aussi des marqueurs, l'utilisation des marqueurs de type TRAP. Donc ça, vous pourrez lire les communications si ça vous intéresse, parce que je ne rentre pas trop dans les détails, hein, notamment pour identifier les lignées transgéniques. Donc toujours pareil, le Brésil, l'Argentine, l'Inde travaille là-dessus aussi. Il y a des travaux qui ont été présentés par le Japon. Et au niveau du génome, notamment les travaux du CIRAD à Montpellier, une séquence de référence monoploïde qui est disponible pour ce génome complexe de la canne, qui facilite notamment l'identification des gènes candidats associés à des traits phénotypiques ciblés. Donc là aussi, on progresse un petit peu dans les méthodes qui permettent d'identifier plus facilement ces gènes candidats qui nous intéressent, d'intérêt agronomique. Alors,
aperçu toujours des communications en pathologie, donc je passe à tout ce qui est champignons, bactéries, virus, 29 communications dont 15 posters, très intéressants aussi, donc qui ont été centrés sur l'amélioration des méthodes des détections de virus. On continue à faire des progrès, notamment pour la quarantaine de Montpellier, mais d'autres quarantaines. Cette maladie, donc sugarcane streak mosaic virus, qui inquiète pas mal au niveau mondial, avec des progrès sur le développement de tests de diagnostic, notamment en Australie, l'analyse des essais avec modèles de régression. Donc il y a pas mal de travaux qui ont été présentés là-dessus. Une autre maladie, sur le sugarcane yellow leaf virus en Argentine, avec une caractérisation moléculaire qui est faite à Maurice, et l'évolution du statut de cette maladie en Colombie. Donc vous voyez que ces maladies sont très suivies. Je passe au charbon et à la rouille brune. Là aussi, donc toujours pareil, des QTL, des nouveaux marqueurs moléculaires qui sortent, qui ont été présentés de résistance, notamment sur des travaux présentés du Japon et de l'Argentine. La rouille orangée aussi, j'oublie pas les chaudures des feuilles. Enfin, vous voyez que toutes ces maladies continuent d'alimenter les travaux de recherche. Ensuite, cette maladie donc, de rabougrissement qui est due à l'Efstonia xyli, donc, qui est donc une bactérie, identification de gènes de résistance, toujours pareil, et des papiers qui ont été présentés sur le développement de cultivars résistants. L'impact, sans oublier aussi les facteurs environnementaux, l'impact du climat sur l'incidence et la sévérité du Pokabang, donc une autre maladie qui sévit en Inde notamment. Ensuite, des tests d'inoculation qui ont été présentés de Acidovorax, donc une bactérie qui est l'agent causal de la maladie des stries rouges, notamment en travaux en Chine et en Argentine, en utilisant des biostimulants prometteurs aussi en Argentine. Et il y a un travail qui est fait aussi sur la transformation génétique de cette bactérie. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont été présentés et qui avancent au niveau de la caractérisation, l'identification, et ça sert notamment à la quarantaine. Alors bien sûr, je fais aussi un petit focus sur l'entomologie. Donc il y a moins de communication, 13, donc 4 posters. Donc là, très rapidement, les lépidoptères foreurs, donc Ilo Eldana en Afrique notamment, et vert blanc, dominent toujours les communications. Donc on a présenté des papiers en Côte d'Ivoire, Argentine, Chine, France, Inde, Afrique du Sud. Donc il y a un certain nombre de papiers. Ensuite, dans les stratégies de contrôle, on voit vraiment une montée des publications sur les moyens de lutte, je dirais, donc plus acceptables au niveau environnement, plus biologiques, à l'aide de champignons, de parasitoïdes, et aussi des moyens agronomiques, comme par rapport à la fertilisation, donc avec les histoires de si on met trop d'azote, par exemple, on récolte des plus d'attaques du foreur Eldana. C'est le cas où on l'a vu un petit peu au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Enfin, il y a eu plusieurs exemples comme ça. La silice, qui permet aussi de contrôler les ravageurs quand elle est appliquée au sol. Et bien sûr, la qualité du sol. Très important aussi pour la gestion des ravageurs. L'interaction avec les pratiques culturales, donc j'en ai parlé aussi, qui sont de plus en plus prises en compte quand on fait ces pratiques. Il y a eu quelques communications sur les pertes économiques qui ont identifié aussi les pertes aux ravageurs au niveau de la canne et du sucre. Et un outil intéressant sur l'aide à la décision pour capitaliser et formaliser les savoirs des experts. Parce que tous ces experts qui circulent dans tous ces pays accumulent des savoirs, et c'est intéressant de les stocker aussi dans une base de données et de formuler les savoirs, une base de connaissances, pour aider ensuite à identifier les pratiques qui peuvent influencer les ravageurs. Alors, il y a un aspect aussi intéressant, le microbiome de la canne. Donc, il y a quelques papiers aussi, notamment la mise en évidence de ce microbiome, donc qui contient des virus, des bactéries, des champignons, et notamment on travaille avec le lien bénéfique pour un ravageur Eldana et un champignon Fusarium. Donc, il peut y avoir des liens quand il y a des dégâts. Il peut y avoir des liens avec des bactéries, des champignons à l'intérieur même de la canne. En faisant varier ce milieu au niveau de la canne, on peut aussi baisser les incidences, faire varier les incidences des ravageurs. Donc, tout ça est finalement très lié. Voilà. Alors j'en viens, maintenant que j'ai un petit peu brossé ces différentes communications, il y a eu traditionnellement à l'ISCC des prix qui ont été décernés. Donc là, je vous présente les meilleurs papiers par commission. Donc on reprend ces commissions, agriculture, biologie, usine, coproduits. Et donc vous voyez que pour la commission management, le CIRAD a eu un prix avec Sandrine Ozou et Eric Scopel, donc sur une plateforme qui est intéressante par rapport aux bases de données. Donc voilà l'ensemble de ces prix. En ce qui concerne les posters, parce qu'il y a les papiers et aussi les posters, évidemment. Donc vous voyez aussi donc des Français par rapport
aux commissions agriculture et biologie. Et on a, je vous l'ai indiqué ici, Daniel Poultnet de La Réunion, qui a reçu aussi un prix du jeune chercheur donc pour sa carrière 2019. Et ce prix lui permettra de venir à un prochain atelier d'agronomie en Colombie. Alors, maintenant que les prix, je vais parler des prix décernés, je reviens un petit peu sur l'ISCT et je vous reparle un petit peu de cette gouvernance de l'ISCT. Donc, il y a eu l'élection, tous les membres ont été en grande partie renouvelés et notamment, on est rentré, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, avec Bernard Sigmund dans le comité exécutif de l'ISCT. Donc, Bernard est dans le comité et donc moi, je m'occupe maintenant de la présidence des comités de programme techniques. Donc toutes les commissions et les sections dont je vous ai parlé, je pense que ça va représenter un gros travail parce qu'il faut aussi une sélection des papiers, il y a tout le process de review, etc. Alors je voulais signaler aussi, mais Benoît, tu en as parlé, le départ de Philippe Roth comme chair donc ISCT et qui est remplacé par Raoul Castillo d'Équateur. À signaler aussi que la commission biologique, donc rappelez-vous, il y avait 5 commissions, la commission biologie est prise maintenant par Angélique Donte, qui en devient la présidente. Donc Angélique, vous la connaissez, certains d'entre vous, est basée aussi à Montpellier. Et je n'oublie pas, pour tout ce qui est agricultural engineering, donc Pierre Dodorov devient chairman de cette section. Alors, je sais que Benoît en a parlé un petit peu, mais je vous redonne des informations concernant le prochain congrès ISCT en Inde, donc en 2022. On a décidé aussi de cibler, de centrer aussi 4 thématiques au niveau de l'ISCT qui seront vraiment très actives dans les discussions à venir. Alors, il s'agit de la globalisation concernant la recherche sur l'éthanol. Donc, c'est un thème qui a été demandé un peu par beaucoup de gens. Ensuite, de voir aussi le lien sucre et santé, qui est aussi une thématique d'importance. Alors, la production de sucre bio et l'agriculture bio qui augmente un peu partout, et notamment cette filière de sucre bio paraît importante à discuter, et notamment on aura sans doute des papiers en keynote en 2022 sur ces aspects-là. Alors la maladie, je l'ai indiqué, Strict Mosaic Virus de la canne à sucre qui inquiète un peu beaucoup de pays, et donc il est vrai que là aussi on peut centrer une réflexion sur ce cas de maladie. Le 30e congrès, dans la réunion en Argentine, donc le Conseil ICCT a décidé, dans un vote secret, de désigner l'Inde, donc via son association de Sugar Technologists, pour organiser le prochain congrès. Donc, et il faut juste préciser que l'Inde a organisé déjà 2 congrès en 56 et en 99. Donc là, c'est en 2022. Et le lieu du congrès sera Hyderabad International Convention Center, que je vous indique ici, avec les dates qui ont été déjà précisées par Benoît. Donc toujours pareil, un tour pré-congrès, le congrès qui va se dérouler du 5 au 8 décembre et le post-congrès du 10 au 11 décembre. Je vous indique aussi, pour votre information, les différents ateliers qui vont se dérouler. Donc vous voyez, on reprend pareil, les commissions, les sections. Donc en ce qui concerne la commission agriculture, donc juin 2021 pour Colombie, tout ce qui concerne la commission biologie, donc le molecular biology, germplasm breeding, tout ça, ça sera en Chine 2021. En entomologie, Thaïlande, février 2021. Pathologie, décembre 2021. Et pour les commissions usines, donc engineering et processing, septembre-octobre 2021. Donc tout se passe en 2021. Les coproduits, avril 2021. Et le management, la commission management se réunit en général pendant le congrès. Donc là, elle aura lieu en 2022, décembre 2022. Merci de votre attention. Alors j'ai mis cette photo parce qu'effectivement, dans les soirées de l'ISCT, on était accueillis par tout cet étalage de viande qui était prêt pour les participants. C'est impressionnant. Bon, l'Argentine, c'est comme le pays de la viande, et donc on avait, voilà, ça nous attendait chaque fois avec des bonnes odeurs qui circulaient. Voilà. Je vous remercie de votre attention.